Bon, bonjour à tout le monde, c'est bon. Bonjour à tout le monde, c'est top parce que quasi toutes les chaises sont là. Et en plus, je vois personne qui était à la balade qui avait eu lieu un tout petit peu plus tôt dans l'après-midi. Donc comme ça, il n'y aura pas de redite si... Voilà. Et donc on est très heureux d'accueillir Claude Siméon aujourd'hui, qui vient nous parler de son herbier des collines et des chemins, paru chez Actes Sud il y a à peu près un an. On a mis du temps, effectivement, à mettre en place cette rencontre parce que l'idée était aussi d'avoir ce partenariat avec l'arboristerie La Place aux Herbes, juste à côté, et donc de faire cette balade. Et c'est quand même mieux une balade botanique au printemps. Voilà. Donc, Et c'est aussi bien que vous ne soyez pas là cet après-midi, parce que bon, ça m'évite de répéter les choses. Voilà, parce que comme je fais essentiellement des sorties ethnobotaniques pour mon association et pour d'autres, au bout de... ça fait 50 ans maintenant. Donc j'ai commencé en 75. Des fois, je me dis, tu es en train de radoter, parce que tu répètes souvent les mêmes choses. Et là, répéter les mêmes choses 2 fois dans la même journée, ça fait beaucoup. Donc voilà, c'est très bien que vous n'étiez pas là cet après-midi. justement, voilà, vous dites que ça fait donc un longtemps que vous êtes dans ces balades-là. Première question, en fait c'est, vous êtes qui, Claude Siméon? Parce que vous n'êtes pas ethnobotaniste, même si on va en reparler, il y a quand même un sous-titre ethnobotanique de Basse-Provence. Donc ça, on va en reparler, de ce lien à l'ethnobotanique. Mais voilà, comment on peut vous définir? Alors moi, je ne me suis jamais défini comme ethnobotaniste, hein. C'est-à-dire que si j'ai commencé à m'intéresser à ça il y a, on va dire, dans les années 70, pas très loin d'ici, j'ai commencé à Sainte-Tulle. Et donc c'est là un peu que j'ai... à l'époque, le mot n'existait pas tel qu'il est actuellement, bien que le terme existait, hein. Mais ce qui importait à l'époque, c'était de mettre en valeur le savoir populaire. C'était un peu on va dire, l'engagement de certaines associations, de certaines personnes à ce moment-là. Donc il fallait valoriser le savoir populaire. Et donc j'ai eu cette demande, on va dire, de foyer rural de Sainte-Tulle en me disant, est-ce que vous voulez venir nous faire participer à quelque chose pour animer ce foyer? Et puis en parlant avec les mémés, alors pardon du terme, mais elles avaient à cette époque-là le même âge que j'ai aujourd'hui, donc je peux en parler tranquillement. Et donc l'idée, ça a été je me suis dit, je vais faire un herbier avec elles. Et puis, comme je vous ai dit, l'intérêt à l'époque, c'était de valoriser le savoir populaire. Je me suis dit, je vais faire un herbier, et dans cet herbier, il y aura le savoir populaire, c'est-à-dire ce que vont me raconter les personnes qui sont là. Et à côté, je vais mettre aussi, on va dire, le savoir dit officiel, c'est-à-dire des connaissances des plantes. Je me suis rendu compte au bout d'un moment que c'était quasiment le même et que souvent, il y avait des choses qui étaient sues dans le milieu populaire qui n'étaient pas explicitées, on va dire, dans les propriétés des plantes de cette époque-là. Ça m'a fait un peu prendre conscience de la chose. Et puis en même temps, les, je me suis rendu compte surtout que pour faire parler des personnes de cette époque-là, et donc j'ai eu cet avantage, c'est-à-dire que dans les années 70, j'ai pu parler avec des gens qui étaient nés au début du XXe siècle. Et donc des gens qui avaient vécu dans l'ancienne société et qui tenaient leur savoir par la tradition orale. Ce qui a été de plus en plus difficile à partir des années 70-80 parce que ce savoir populaire qui est devenu un peu à la mode est devenu de plus en plus médiatisé. Et donc, dans les enquêtes, je commençais à sentir qu'il y avait une pollution, entre guillemets, du savoir qui était faite par les médias. Et là, bien entendu, quand on fait parler des gens, la forme du vocabulaire, la forme du parler nous dit d'où ça vient.
si on me dit ça c'est bon pour le cholestérol ou pour le par exemple, hein, ou pour la tension, c'est du langage médical. On sait que ça a été pris quelque part. Si on me dit c'est bon pour le mal au ventre ou pour le mal de tête, ou ça fait du bien quand on a mal au rein, par exemple, bon, là, ce type de langage, on sait directement que c'est du langage, on va dire, de tradition orale. Enfin, je donne un petit exemple comme ça, hein, mais il faut pouvoir le décoder, quoi. Voilà. Donc, il y a eu cette période-là. Ensuite, j'ai eu la même demande qui m'a été faite quelque temps après, parce que je travaillais aussi avec l'association Moonjoy. Vous connaissez peut-être le groupe de musique qui s'appelle Moonjoy, voilà, c'était des amis aussi. Et à l'époque, ils organisaient les rencontres méditerranéennes sur Arles. Et donc, ils m'ont dit ben, tu viens pas nous faire un peu nous parler des plantes? Oui, effectivement, j'y suis allé. Et puis ils m'ont dit ah, mais tu parais que tu as fait un herbier, on pourrait le filmer. Ah, ben oui, on va le filmer. Donc on est venu le filmer ici. On avait fait un super film d'ailleurs, intéressant, avec toutes les personnes qui étaient sur le terrain. Donc j'ai refait un herbier beaucoup plus important, hein, à ce moment-là, qu'on avait exposé sur Arles. Et après, je l'ai réexposé plus tard. Et là, je raconte cette histoire parce que ce film-là que j'ai fait avec Moonjoy, quand j'ai écrit mon bouquin, j'ai dit tiens, ça serait intéressant de mettre dedans des images de cette époque-là, parce que l'ambiance, les images étaient particulières, et puis c'était des images, on va dire, prises sur le cru, quoi. Donc je rappelle, c'était Jean-Marie Carlotti qui s'occupait de ça. J'ai dit Jean-Marie, tu peux m'envoyer, il m'a dit je vais chercher, il me dit je ne sais pas si je vais le trouver. Puis au bout d'un moment, il m'appelle, il me dit j'ai retrouvé. J'ai dit alors? Il m'a dit c'est qui? Il m'a dit on avait enregistré ça sur des bandes. Il me dit toute la ferritine a foutu le camp. Il m'a dit les bandes sont cuites. Et là je me suis rendu compte d'une chose, c'est que quelque chose qui était un objet aussi technologique pour l'époque, qui était la vidéo, n'avait pas tenu pendant 40 ans. Alors que le savoir qui était diffusé par ces personnes-là, il avait des siècles. Et des siècles de tradition orale. Des siècles de tradition orale, ça veut dire que je parle, tu entends, tu mémorises, tu répètes, etc., etc. Et ça pendant des générations, des générations, des générations, des générations. Et d'ailleurs, je cite l'exemple d'une mémée de l'époque, j'en ai parlé tout à l'heure, hein. Ça fait rien, Non. fait 2 fois, c'est pas grave. Je parle parce que ça m'avait marqué, c'est vraiment quelque chose qui m'a fait prendre conscience de ce que c'était le savoir populaire. Et on était dehors, hein, parce que c'est dehors que les gens parlent, pas dedans. On était devant un bosquet de sureau, et j'avais dit, bon, Élise, comment vous l'appelez cet arbre-là? Élise ne voulait pas parler. J'ai dit, Élise, vous connaissez quand même. Ouais, je le connais, mais dites-moi le nom. Elle m'a dit, non, mais j'ai vu qu'il y avait un truc, quoi. J'ai dit, il y a quelque chose. L'école ne veut pas me le dire. Et en forçant un petit peu, elle me dit, mais moi, je suis d'un village là-haut, et puis c'est un petit village, on n'est que entre nous, et ça ne peut pas être le vrai nom. J'ai dit, Mélise, il n'y a pas de vrai nom, je veux le nom que vous utilisez, pas n'importe quoi d'autre, pas le nom que vont me dire vos camarades ou quoi. Ben, nous, le sureau, on appelle ça le sampéquier. Élise, sampéquier. Le sampéquier, vous savez que le sureau, c'est le sambucus, et que sambucus, c'est aussi son nom botanique, mais aussi c'est le nom latin, donc qui existe déjà au moins depuis l'époque gallo-romaine, mais aussi c'était sambucos
à l'époque grecque. J'ai dit le nom que vous m'avez donné et que vous n'avez appris que par tradition orale, parce que vous avez dit que votre petit village, vous disiez les choses juste comme ça. J'ai dit le nom que vous m'avez donné, il a 2600 ans. Pendant 2600 ans, comptez combien ça fait de générations, c'est incontable. Pendant 2600 ans, ce savoir, il a véhiculé comme ça, par tradition orale. Je parle, j'émets un son, tu écoutes, tu enregistres, là, et tu répètes. Et ça pendant 26 siècles. Et là, je dis, et vous avez honte de ça? Je dis, mais toute la valeur, toute la qualité du savoir populaire, elle est là. C'est-à-dire que vous avez été, voilà, vous êtes capable de me sortir un truc qui a 26 siècles. Là, j'ai pris conscience du truc, puis j'ai continué là-dedans. Mais à l'époque, ça ne s'appelait pas de l'ethnobotanique. Hein. C'est que plus tard, c'est quand j'ai écrit ça, le bouquin. Quand j'ai écrit le bouquin, j'ai pas mal correspondu avec Pierre Ayotagui, qui était un ami. De temps en temps, je lui envoyais des séquences et il fallait que je puisse le définir. Moi, je ne voulais pas du tout me définir comme me qualifier d'ethnobotaniste. Et Pierre m'a dit, mais ton bouquin, c'est de l'ethnobotanique. Je dis, mais tu ne peux pas l'appeler autrement. Bon, ben, j'ai dit, si tu me dis que c'est ethnobotanique, je vais être obligé de le mettre. Puis acte sud, quand ils me l'ont pris, ils m'ont dit oui, on va le classer là-dedans. Donc de ce fait, voilà pourquoi il y a marqué ethnobotanique de Basse-Provence. J'ai mis Basse-Provence parce que essentiellement les enquêtes que j'ai faites, bon, la Basse-Provence c'est un peu élastique, hein, voilà. Parce que bon, il y a des vases communicants, on va dire. Hein, il n'y a pas des frontières extrêmement fermées. Mais bon, en gros, hein, on est dans un bout du Vaucluse, les Bouches-du-Rhône, le Var, un bout des Alpes-Maritimes, un bout de la Haute-Provence, et puis voilà, on est là-dedans. J'ai fait mes enquêtes là-dedans, en fait. Et après, comme j'ai quand même, bon, au moins ça, j'ai une bonne mémoire auditive quand les gens me parlent. Alors souvent, je ne reconnais pas les gens, mais je me rappelle de ce qu'ils me disent. Et Pierre, c'était pareil. J'ai dit, écoute, Pierre, moi, les gens me parlent, je retiens. Il me dit, mais moi, c'est pareil. Hein. Il me dit, j'écoute, je réécris après. Je dis, ouais. Et donc, en fait, ce que j'ai fait, c'est que je me suis dit, du moment que les gens me parlent, je vais écrire comme ils me parlent. Et non pas, je ne vais pas remettre leur discours entre guillemets, en bon français. Hein. Et je me suis rendu compte qu'en faisant ça, en réécrivant le discours des gens tel qu'il était dit, je me suis dit, ben là on voit mieux les gens. Hein. Même s'il y a des gros mots dedans, parce que quand les gens parlent, ils n'utilisent pas la double négation quand il faut utiliser la négation. Et puis, quand il y a une information qui sort, elle sort comme ça. Surtout quand c'est une information qui est liée à des souvenirs de jeunesse, par exemple. Alors j'ai toujours l'exemple, bon, il est un peu chaud, quoi, hein, mais une fois j'interroge un gars qui était berger, fils de berger, et on était dans la colline, là, je faisais une sortie, il était venu, et puis je parlais des euphorbes, et puis il me dit, oh, moi ça, mon père, il m'a toujours dit de faire gaffe. J'ai dit, alors qu'est-ce qu'il disait? Il me disait, ça, Minot, méfie-toi, ça, dedans, il y a du lait de pute dedans. Ah oui, il y a un latex à l'intérieur de l'euphorbe qui est dangereux, et donc il y a tout un discours qu'on tient aux enfants pour les éloigner. Alors chez moi, c'était un peu plus policé. On me disait, attention, ça c'est une plante à serpent. Donc les enfants ils se méfiaient, ils n'y allaient pas. Et puis en plus, comme la tige de l'euphorbe carassias a un petit peu l'aspect du serpent, bon, du coup les gamins se méfiaient. Donc voilà. Mais ça, bon, j'en parle comme ça, quoi. C'est-à-dire, voilà, les gens, comme ils parlent, j'écris. Voilà. Je ne remets pas ça en bon français, ils ne parlent pas comme ça, les gens. Moi non plus, d'ailleurs. Hein.
Quand je parle comme ça. Oui. Toutes ces rencontres, donc, qui sont effectivement vraiment mises telles quelles au sein des descriptions de plantes dans le bouquin, toutes ces rencontres, elles ont lieu quand et comment vous les rencontrez, ces gens, en fait? Alors, ouais. Ouais. Oh, non, mais... C'est lors de balades, c'est lors de vous organisez ces rencontres, comment ça se passe? Alors, ça se passe, bon, déjà, j'ai organisé pas mal de balades pour mon assos, mais aussi pour d'autres assos, pour des foyers ruraux, pour faire un tas de trucs comme ça. Et là, comme je disais tout à l'heure, les gens, quand ils sont sur le terrain, ils parlent. Quand on est dedans, là, on ne parle pas. On est dans un endroit qui n'est pas le nôtre, déjà, et donc, de fait, on a du mal à parler de soi. Mais sur le terrain, ça parle. Et les gens parlent. Et donc, à partir du moment où on commence à parler d'une plante, hop, ça réactive un souvenir chez eux, et eux, ils ont besoin de dire le leur. Hein. Et c'est là que, par exemple, j'ai eu des infos comme Liotagi m'a dit, il m'a dit, celle-là, elle est inédite. Il m'a dit, marque-la. Fais ton bouquin et marque-la dedans. Parce que dedans, il y a des trucs que les gens, des usages qui ne sont pas entrés dans la phytothérapie. Donc il faut le mettre, ça peut ouvrir un champ de recherche plus tard, quelqu'un va le lire. Donc moi je le mets, je cite. Hein. Bon, ce que je dis aussi dedans, c'est que moi je ne suis pas phytothérapeute, hein, je ne fais pas un bouquin de phytothérapie. Simplement, je me contente de redonner le discours des gens. Évidemment, je suis obligé aussi de parler de la plante pour l'identifier, pour dire qu'est-ce qu'elle est, son identification, etc. Je mets aussi quand même ses propriétés dites officielles et éventuellement ce qui fait une partie de sa composition qui la caractérise, c'est obligatoire. Mais en même temps, je suis toujours resté sur le pendant entre le savoir populaire et le savoir scientifique. Ce qui veut dire aussi que, après, quand on cherche, on se rend compte que dans le passé, quand on regarde dans un passé plus lointain, les deux savoirs étaient totalement mélangés. C'est-à-dire que quand on regarde, par exemple, quand on lit Pline l'Ancien, quand on lit même Dioscoride, donc on remonte encore plus loin, on se rend compte que ces gens-là qui sont considérés comme des savants qui ont mis par écrit, on va dire, un savoir scientifique pour l'époque, c'est des gens qui ont collecté, c'est-à-dire qui ont collecté des informations. Hein. Les deux ont dit, voilà, c'est Dioscoride et puis un autre qui m'échappe, hein, qui collectait en fait, qui faisait le toubib et le pharmacien itinérant et qui collectait ces informations au fur et à mesure qu'il voyageait et qui recentrait tout ça et qui après compilait. Hein. Après, Pline, c'est pareil, hein, bien que il y a des trucs, il y a à boire et à manger dedans. Hein, voilà. Il y a souvent de grosses approximations, c'est-à-dire des approximations, je veux dire, maintenant on sait qu'il manque des bouts d'informations. Par exemple, Pline à un moment dit que les paysans du Latium consommaient des arômes. Bon. Les sangliers, oui, ils mangent des arômes. Mais est-ce que les paysans du Latium ont le même estomac que les sangliers, quoi, hein? Je ne crois pas. Mais ce que je sais, c'est que pour beaucoup de plantes toxiques, les gens usaient de procédés de détoxification de la plante. C'est-à-dire soit par dessiccation, soit par râpé, séché, etc., etc. Donc il y a des procédés de détoxification. Bon, cet après-midi, on est passé sur des plantes qui sont toxiques, mais j'ai dit que c'était des plantes aussi qui étaient comestibles, parce que la manière de les préparer enlevait les principes toxiques de la plante. Quoi, hein. Bon. Alors, souvent, dans ce type de récit, comme dans Pline, là, il y a des choses qui manquent. Alors, donc, c'est intéressant de... Pardon. J'ai un chat dans la gorge.
parler cet après-midi. Après, on pourra poursuivre sur Pline, mais juste je voudrais aussi savoir, dans les usages dont on a pu parler cet après-midi, et puis c'est aussi le premier chapitre, c'est ces salades un peu composées. Après ça, on en parlera peut-être de cette salade de parcours. En fait, on a quasiment constitué la cuisine de l'époque. Enfin, voilà. C'est ça. Et c'est peut-être ce que vous alliez dire, je sais pas, mais... Non. Ça- Mais en fait, merci de me le suggérer. Et de m'avoir permis un peu de remonter le larynx. Oui, effectivement, je parle de la salade de parcours parce que la salade de parcours, c'est une des caractéristiques de la tradition populaire de la Provence au sens large, hein, parce que ce qui caractérise notre région, c'est le climat. On a un hiver doux et humide, un été chaud et sec. Et donc les plantes ici commencent à germer en automne et elles commencent à fleurir maintenant. Donc pendant toute la période hivernale, on a des jeunes pousses. Et les jeunes pousses sont généralement comestibles parce qu'elles sont tendres, elles sont petites, elles n'ont pas eu le temps de faire des épines, elles n'ont pas eu le temps aussi de concentrer des principes actifs qui les rendent inconsommables. Et donc ça a créé là-dessus je ne parle pas que de la Provence, mais je parle de toute la Méditerranée, des traditions de ramassage des plantes, des salades sauvages, cuisinées et ou consommées de manière très différente selon les endroits, hein. Et là, dans la salade de parcours dont je parle, ça veut dire que je pars de chez moi, je traverse le village, je rencontre un jardin ou les abords d'un jardin, une vigne, des oliviers, des décombres, un campas, c'est-à-dire un champ abandonné, un bout de colline, et là-dedans, dans tous ces biotopes, il y a plein de plantes différentes qui poussent. Et donc, je vais cueillir là-dedans une quantité de jeunes pousses extrêmement variées. J'en ai compté une quarantaine. 40 jeunes pousses pour faire une salade, c'est pas mal. Quand les gens en ramassaient 10, c'était bien. Mais dans ces salades-là, qui sont en même temps un principe hygiénique. Vous connaissez le proverbe mange salade, jamais malade. C'est pas la salade du supermarché, c'est ça, c'est celle-là. C'est-à-dire, ces salades-là, quand on les mange, on sait que ça fait du bien. Pourquoi? Parce que d'abord, dedans, il y a ce qu'on appelle des toniques amers, c'est-à-dire des salades qui sont amères, mais on sait que l'amertume fait du bien. Effectivement, les salades amères, généralement, font sécréter la bile, hein. Voilà. Et puis après, il y en a d'autres qui sont tanniques. Il y en a d'autres qui... voilà. Et j'ai compté que dans ces salades, il y a une dizaine de familles de plantes différentes. Donc quand je dis 40 salades, c'est 40 espèces. Mais dans les 40 espèces, il y a des familles différentes. Donc on a des chicoracées, on a des brassicacées, la famille du chou, on a des... enfin bon, voilà, je ne dis plus en tête, mais il y a 10 familles différentes. Sachant que chaque famille a des vitamines, des propriétés, des oligo-éléments différents. Ce qui fait que dans le saladier, à la fin, on a un truc, un bol alimentaire qui est extrêmement complet et qui fait du bien. Et comme je disais aussi, quand les gens mettaient aussi souvent dedans de la pimpronelle, hein, j'avais dit la pimpronelle, et la pimpronelle qui était aussi une plante qui était cosmétique. La pimpinelle faille la fille belle, hein, c'était le proverbe, parce que en la faisant bouillir, on faisait une lotion astringente que les filles se passaient sur le visage autrefois avant qu'il y ait toute la panoplie en pharmacie. Mais c'était aussi une plante qui rentrait dans les salades sauvages, et j'avais posé la question, pourquoi? Et elle m'avait dit, on en met toujours dedans, parce que c'est comme ça. Voilà, c'est comme ça. On en met toujours, c'est bon, ça fait du bien et tout. Et moi, je mets que je mets que les petites feuilles, je laisse la tige au milieu.
Et pourquoi tu en mets? Alors après, il y avait des discussions. Et pourquoi moi je le mange, toi tu le manges pas, et moi ça te m'étrangle. Enfin bon, il y avait toutes ces histoires. En réfléchissant, la pimprenelle, c'est une rosacée, c'est-à-dire sa famille des roses, mais aussi des ronces, etc. Donc ça contient du tanin. Voilà. Les autres sont plutôt laxatives. On met les deux ensemble et ça équilibre. Hein. Donc ça équilibre le goût, mais aussi ça équilibre parce que ça fait du bien. Voilà. Et on ne sait pas pourquoi, mais ça fait du bien. Et c'est comme ça. Voilà. Les traditions se font comme ça, sans explication, mais par le ressenti. Hein. Il n'y a pas que, il n'y a pas que l'expérience. Il y a aussi, je pense, de plus en plus, il y a aussi l'instinct. Parce que malgré tout, on est des animaux et il nous reste un peu d'instinct dans la vie. Et quand on peut utiliser cet instinct, bon ben voilà, on arrive des fois à des choses comme ça. Par exemple, dans les, dans les, dans les trucs inédits, comme me disait Pierre Le Tagui, je cite dedans un arbuste qui pousse plutôt près de chez nous, dans les Bouches-du-Rhône, qui est le genévrier de Phénicie. Le genévrier de Phénicie, les Provençaux l'appellent le mourvin ou le cade mourvin. Il associe quand même au cade, bien qu'il ressemble à un cyprès, un petit cyprès en boule qui pousse lui sur les lapias, c'est-à-dire sur les crêtes euh, calcaires battues par le vent, voilà, où il y a très peu de terre, mais lui il arrive à se faufiler là-dedans dans les fissures. Et puis, donc, une fois, il y a une voisine, enfin une dame du village qui est tapée chez moi, qui vient me dire, je viens vous montrer cette plante parce que elle était venue à une sortie, elle m'a dit, je pense que vous ne la connaissez pas. Je dis, ouais, c'est du morphine. Elle m'a dit, oui, mais nous, on s'en sert d'une manière particulière. Ah, j'ai dit, allez-y. Et en fait, elle avait une manière particulière, effectivement, de s'en servir. Elle m'avait donné la recette. J'ai dit, ça vous sert à quoi? Elle me dit, ça sert pour le foie. Pour le foie, c'est un terme qui est un terme de tradition populaire. Elle m'a dit, comment ça sert pour le foie? Mon beau-frère l'a utilisé quand il a eu l'hépatite virale. Le lien entre je connais quelque chose de la tradition, je l'applique à une maladie connue. Et elle m'a dit, et ça l'a soigné très bien. Ah, j'ai dit, d'accord, et comment vous l'utilisez? Donc elle m'a expliqué ça. Elle me dit, ben, on prend une belle branche, on prend 3 litres de vin, et on fait bouillir, attendez la suite, le vin, le foie, alors donc, non. On fait bouillir jusqu'à ce qu'il ne reste plus qu'un litre. Donc il n'y a plus d'alcool dedans. Voilà. Donc c'est hyper concentré. Et donc là, elle me disait, il faut boire un petit verre tous les jours, et après on pisse au rouge, mais ça nettoie. Je dis ok. Donc j'avais noté ça. Des années après, je vois un collègue qui me dit, qui me parle d'un berger de Crau, là, et qui me dit, ben, j'ai vu un tel, là, et puis il paraît qu'il m'a dit, tu connais le Mourvin? Et j'ai dit, oui, je connais le Mourvin. Et il me dit, ben voilà, alors il me cite la même recette. J'ai dit, les deux se connaissent pas, déjà. Donc la recette est intéressante. Quand il y a deux personnes qui parlent de la même recette, sans se connaître. Mais c'est la même recette. D'autant plus que la première ramassait ça dans le village, l'autre, qui était dans l'accro, allait le ramasser dans le Talagar, qui est de l'autre côté de Salon, on va dire aller à 10-15 km plus loin, alors qu'il en avait à 200 mètres de chez lui. Mais comme on lui avait dit que c'était celui-là que ça servait, il allait se servir à ça. Et je dis, à quoi il s'en sert ton collègue de ça? Il me dit, ben lui, c'est quand le soir il a pris une biture ou quand il a trop bouffé, il me dit le lendemain matin, il en prend un petit verre, il me dit, et après, impeccable. Voilà. Donc je dis, je note, ça c'est intéressant. Donc voilà des trucs inédits, intéressants parce que ça vient de deux personnes différentes qui ne se connaissent pas, avec la même recette. D'où elle vient, je ne sais pas. Mais l'intérêt, c'est de le noter et voilà. Un jour, peut-être quelqu'un s'en servira, je ne sais pas. Parce que la seule recette que j'ai eue de ça, c'était dans le Var.
et c'était des gens qui s'en servaient pour les maladies de peau. Ce qui est à peu près logique dans la mesure où le CAD, même si ça ne ressemble pas tellement au CAD classique, hein, celui dont on fait l'huile de CAD, c'est quand même un CAD. Et donc effectivement, c'était des arbustes qui servent pour les problèmes de peau, quoi, hein, voilà. Entre autres. Plus d'autres recettes extrêmement originales. Une fois, je fais une expo de plantes, et puis il y a toujours quelqu'un qui arrive pour me dire « Oh, mais ça, vous l'avez pas mis, ça !» Je dis « Mais justement, c'est ça qui m'intéresse, quand j'ai quelque chose que j'ai pas mis. » J'ai fait une expo de plantes, je mettais les plantes dans des bouteilles avec des étiquettes et les propriétés, etc. etc. Il m'a dit « Oh, vous n'avez pas mis l'herbe du diable ou l'arbre croisé. » J'ai dit « Ah bon ?» J'ai dit « C'est quoi ça ?» Je vais vous la chercher. Donc elle me revient avec une branche de verveine officinale. La verveine officinale n'a rien à voir avec la verveine de la tisane, hein, on est bien d'accord, c'est pour ceux qui connaissent. Et j'ai dit « À quoi elle vous sert ?» Eh bien, maintenant, ça ne me sert plus. Mais avant, quand on avait la pleurésie, on s'en servait pour la pleurésie. C'est-à-dire qu'on prenait la plante, il fallait l'écraser entre deux malons. Alors, pour les non-provençaux, les malons, c'est des carreaux, hein. On l'écrasait bien entre deux ballons et après il fallait les mettre dans la poêle avec du blanc d'œuf, mais il ne fallait pas que le blanc d'œuf y prenne. Il fallait juste que la plante se dissolve un peu dedans, mais sans plus. Et après, on le mettait sur la poitrine. Il a dit « Mais vous, maintenant, vous avez de la chance parce que vous avez des sacs en plastique. Mais nous, avant, on n'avait pas de sacs en plastique. Alors, quand l'eau, elle coulait à travers les côtes, ça inondait le matelas. » Je dis, vous êtes servi souvent? Il me dit, pardi. Voilà. Donc, on a des trucs comme ça qui sont extrêmement surprenants. Quand on voit la composition de la verveine officinale, effectivement, il y a un peu des saponines dedans, mais il n'y a pas des choses qui expliqueraient que ce soit résolutif à ce point. Mais la pratique veut que ça se fasse comme ça. Après, j'avais parlé avec Liotagui, il m'avait dit, effectivement, il m'a dit, j'ai eu la même recette par ici, quoi. Donc c'est comment on est arrivé à cette pratique, hein, comment les gens ont fait pour savoir que ça pouvait être utilisé comme ça, avec, on va dire, une préparation aussi complexe, parce qu'il faut quand même du blanc d'œuf, pas chauffé, etc. Toujours est-il que voilà, on arrive à ce résultat-là, et c'est tout ce qui fait la valeur et la qualité et la valeur du savoir populaire. C'était cette expérience, ce savoir, que bon, les gens ont très très vite, on leur a dévalorisé ce savoir, et après on leur a revendu, quoi. D'ailleurs, on leur a revendu. Ouais, c'est ça, c'est ce que vous dites aussi, ouais, que c'est aujourd'hui presque on est dans une société de luxe, parce que c'est savoir qui était finalement accessible à tout le monde à une certaine époque, aujourd'hui sont revendus et c'est du luxe, parfois à prix d'or. ouais, c'est du luxe comme pour les salades sauvages. Mm. Hein, salade sauvage, c'est comme je l'ai dit au départ, c'était quasiment un principe de survie. Hein. L'hiver, pardon. L'hiver, on a surtout on bouffait surtout des légumes secs, des trucs qui étaient quand même riches en purine, un truc qu'il fallait éliminer. Donc le fait de manger ce genre d'aliments en hiver, c'était quand même quelque chose qui était bon pour la santé, quoi. Et donc c'était un peu un aliment de survie. Maintenant, quand vous regardez les restaurateurs qui se baladent avec des petits paniers en mettant quelques brins comme ça et puis en les servant très cher dans les restaurants, sous prétexte que c'est des plantes sauvages, on voit le décalage qu'il y a entre les sociétés, quoi. Voilà. Bon, comme ça. Vous vous demandiez aussi tout à l'heure comment on en arrive à connaître, à intégrer un savoir populaire. Ben, dans le livre et puis dans la balade, on s'est rendu compte qu'il y a des histoires qui se racontent depuis toujours, depuis l'Antiquité, et c'est truffé d'anecdotes en lien avec la mythologie, les dieux, les déesses. Est-ce qu'il y en a une en particulier qui
qui résonne là, peut-être avec ce qu'on a vu, ou une fétiche dans le bouquin? Alors il y en a beaucoup, hein, parce que le, je me suis rendu compte au bout d'un moment qu'il y avait pas mal de plantes qui portaient des noms de personnages mythologiques. Bon, l'Artémise, l'Armoise, Narcisse, euh, qu'est-ce qu'il y en a, enfin, Centauré, Centaure, la Chironia, Chiron, qui est un centaure aussi, l'Achillée, Achille, etc., etc. Il y en a plein. Et pourquoi? Donc, il faut se poser la question, hein. Et puis, euh, oui, après je suis tombé sur des... J'ai regardé un peu les mythes, justement. Et après, en regardant les mythes d'un peu plus près, je me suis dit, tiens, il y a quelque chose d'extrêmement particulier là-dedans. Par exemple, je vais reciter le mythe de Syrinx, hein. Syrinx, c'est le nom qu'on donne aux roseaux, aux cannes de Provence, c'est les cannes. Qui sont partout, hein. Bon, ça sert, comme je disais, c'est arrivé avec l'émigration du néolithique jusqu'ici avec les agriculteurs, quoi. Ça vient c'est des plantes qui nous viennent de Mésopotamie, qui sont stériles ici, hein, mais que nous on appelle ça des cannes, mais dans l'Antiquité, c'était lié à l'histoire de Syrinx. Ça s'appelle des Syrinx d'ailleurs. Nous on appelle ça des cannes, mais voilà. Le nom dans l'Antiquité c'était Syrinx, et c'est le nom d'une muse. C'est le nom pas d'une muse, pardon, d'une nymphe. D'une nymphe, et l'histoire, quand on regarde. Alors, il y a l'histoire et la signification de l'histoire. Donc l'histoire, et après on voit la signification. L'histoire, c'est notre petite nymphe là qui se balade et qui est aperçue par le dieu Pan. Pan, vous savez, homme par en haut, bouc par le bas. C'est un Pan, on vient souvent dans les bouquins de Giono, hein, prélude de Pan, il y a toujours Pan qui revient là-dedans parce que c'est un dieu qui est mi-homme, mi-animal, qui est le dieu des troupeaux, qui est un peu la représentation de la nature sauvage, hein. Et ça colle bien avec les bouquins de Giono et ces histoires. Et donc notre Pan voit Syrinx, et comme elle lui plaît particulièrement, bon, ben, il se dit c'est pour moi. Et donc il lui court après pour la violer. J'ai utilisé d'autres termes tout à l'heure, mais je ne vais pas les répéter. Et donc il veut la violer parce que lui, ce qui compte pour lui, c'est d'assouvir ses instincts, pas plus. N'oublions pas qu'il est mi-homme, mi-animal. Voilà. Et donc notre petite Syrinx se refuse absolument de se soumettre à ça, et donc elle s'enfuit, il lui court après. Elle demande de l'aide soit à sa déesse de tutelle, soit, selon les histoires, hein, parce qu'il y a plusieurs versions, soit à son père, qui est un dieu fleuve, et il la transforme en canne, en roseau, si vous voulez. Et Pan arrive là-dedans, et il voit plein de cannes, comme ça, et où est Syrinx, là-dedans? C'est toutes les mêmes. Je ne pourrai jamais la retrouver. Et donc, là, c'est le désespoir. Et donc, notre ami Pan, c'est aussi un peu notre ami, hein, coupe un roseau, il se fait une flûte de Pan, il joue de la musique pour se consoler. Ça, c'est l'histoire. Le contenu, maintenant. Dans le contenu, on a un dieu qui est mi-homme, mi-animal. D'accord? Et mi-homme, mi-animal, ça veut dire qu'il est animal par le bas, homme par le haut. Donc, ça veut dire que ça représente un être qui est humain, mais qui en même temps a une partie de lui qui est soumise à ses instincts. Et donc, qu'est-ce qu'il veut faire? Il veut assouvir ses instincts, peu importe les conséquences. Mais notre Syrinx, elle refuse, déjà. Donc déjà, elle a la capacité de dire
Non. Ça, c'est le premier truc. Et le deuxième truc, c'est que quand elle est transformée en canne, en roseau, et que l'autre, il peut pas assouvir ses instincts, qu'est-ce qu'il fait? Il fabrique une flûte, il joue de la musique. Et donc, qu'est-ce qu'il fait? Il sublime ses instincts primitifs, ses instincts primordiaux, voilà ce que vous voulez, par l'art. Résultat, le contenu, on va dire, parce que ça, vous savez que la mythologie grecque, c'est le régal des psychanalystes, hein, ils se régalent avec ça, depuis Oedipe, voilà, Oedipe, Narcisse, etc. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que quand on n'arrive pas enfin, on peut, d'abord la fille est capable de refuser, ça c'est la première chose, et est obligée de subir. Et la deuxième chose, c'est que on peut sublimer ses instincts primitifs par l'art et la musique. Et le fait de nommer des plantes comme ça par une histoire, par des personnages auxquels on peut s'identifier, ça permet à tout un chacun, quand on croise ces plantes communes, de se rappeler ou on va dire, oui, de redonner un petit coup de... réactiver ce moral. Voilà, c'est ça. Ça réactive une mémoire profonde qui est capable de contenir cette leçon. Et ça, c'est on va dire, le fil rouge de toute la mythologie, hein, de toute la mythologie, en particulier la mythologie grecque et latine aussi. Et donc, c'est toujours, il faut aller de l'animal vers la civilisation. Et ça, c'est partout. Hein. Même, par exemple, allez, on ne parle pas de plantes, mais parlons du fronton du Parthénon. Le Parthénon, le fronton du Parthénon, c'est le combat des centaures et des lapites. Les centaures, ils sont mi-hommes, mi-animaux. Les lapites, ce sont des humains. Et donc, les lapites sont considérés dans la mythologie comme les premiers humains. Et donc, les lapites invitent les centaures à un banquet, et au bout de peu de temps, les centaures, ayant bien picolé et veulent se défouler, et ils commencent à vouloir faire comme pain sur les femmes qui sont là. Et donc, s'ensuit un combat qui est représenté par le fronton, on appelle ça la centauromachie. Et donc, ce combat finit par la victoire des lapites, donc des humains, sur les centaures. C'est-à-dire, on montre une représentation de la victoire de l'humain, de la civilisation, sur l'animalité. Ça veut dire que quand on le regarde, on a la représentation de ce qu'on doit être. Hein, voilà. Et ça, je dis, c'est un fil rouge dans la mythologie. Ça y est un peu de partout. Après, on en a parlé avec le laurier, Apollon, etc., Daphné. Et bon, il y a plein d'histoires comme ça dans la mythologie. Et donc, on se dit, la question, c'est si les plantes sont nommées par des personnages mythologiques, c'est pas pour rien, c'est pas pour faire joli. C'est parce que derrière le nom, il y a une histoire, et cette histoire, elle a une signification, et cette signification-là, elle a un impact sur nous. Hein, voilà. Bon, effectivement, nous, au niveau où on est de notre histoire, on a perdu ce contact-là. Hein, voilà. Mais il faut comprendre que pour cette époque-là, si les plantes étaient nommées comme ça, c'était pas pour rien. Hein, voilà. Donc il y a aussi cet aspect-là qui est intéressant dans cette nomenclature et dans la mythologie. J'aimerais juste qu'on regarde un petit peu la forme aussi que prend ce livre, qui est donc, je ne sais pas s'il est très commun d'avoir ces familles. Donc le sommaire, c'est les salades sauvages, puis on a les aromatiques, puis on a voilà, quelques grandes familles et surtout quelques grands usages. Et à l'intérieur, c'est découpé par ordre alphabétique. Est-ce que c'est comme ça qu'on fait un ouvrage scientifique habituellement? Non. Non, moi je l'ai fait par rapport
on va dire, il y a un aspect didactique là-dedans. Hein. Les salades sauvages, ça représente une entité dans la connaissance populaire. Les salades sauvages, c'est quelque chose, d'accord. Après, les arbres et les arbustes, dans la représentation qu'on a de la nature, c'est à part. C'est-à-dire que les gens ne mélangent pas un arbre avec une plante. L'arbre, c'est un arbre, la plante, c'est la plante. Donc, du coup, j'ai fait un chapitre plante. J'ai fait un chapitre pour les toxiques, parce que les toxiques, c'est quelque chose qui est à part. Voilà. Puis après, j'ai fait aussi un chapitre sur ce qu'on voit le long des chemins et des champs. Voilà. C'est-à-dire que je suis resté au niveau de ce qu'on peut, de ce que chacun d'entre nous peut. C'est le niveau de représentation, on va dire, de notre environnement. Voilà. Je l'ai monté comme ça. Parce que j'ai toujours fait comme ça, en fait. Quand je faisais des expos aussi, je les faisais comme ça. Les gens s'y retrouvaient. Donc je l'ai bâti comme ça sur ce découpage. C'est vrai que c'est pas comme un bouquin de botanique où c'est par ordre alphabétique. Quand c'est par ordre alphabétique, il y a un mélange dedans. Et on voit mal on va dire les thèmes. Hein. Le thème des salades, c'est le thème des salades. Si c'est dispersé dans un bouquin, parce qu'il y en a 150 de plantes là-dedans, si c'est délayé là-dedans, on n'arrive pas à voir le thème là. Hein. Les toxiques, c'est pareil. Les toxiques, on en a, bon, on n'en a pas beaucoup, mais il y en a, quoi. On en a 5, 6, 7, je ne sais plus, j'en ai mis. Et voilà, c'est à part. Je ne le délaye pas dans le reste, parce qu'après, il faut les chercher. Hein. Mais si on veut connaître les toxiques, on sait qu'il y a des toxiques là. Si on veut connaître les salades, on sait que c'est des salades, etc., etc. Je l'ai découpé comme ça. Et toujours sur la forme, c'est aussi donc très illustré. On a dit il y a des photos, on va dire, un peu voilà, comme on les voit dans la nature. Mais il y a aussi des illustrations qui sont très belles et très précieuses. Voilà. Ouais, alors ça, c'est mon herbier. C'est l'herbier que j'avais On a là aussi. Voilà, c'est sur la couverture aussi. Ouais. C'est l'herbier que j'avais constitué sur Arles, hein, avec l'association Monjol, que j'ai toujours. Donc j'ai toujours cet herbier à la maison. Il est classé comme herbier remarquable au muséum, là, au muséum d'histoire naturelle. Et donc, quand j'ai fait le bouquin, je l'avais juste mentionné dedans, et mon éditrice m'avait dit, mais c'est quoi ce herbier là que tu parles? J'ai commencé à y expliquer, elle m'a dit, je veux voir. Donc j'ai venu à la maison, j'ai montré l'herbier, elle m'a dit, ça il faut... Voilà. Donc on a intégré les planches uniquement de plantes, on n'a pas mis le texte, hein, parce que l'herbier il est comme ça, parce que je l'ai fait en triptyque. J'ai fait la plante avec son identification, la plante, et sur les côtés, j'ai mis le savoir populaire d'un côté et le savoir scientifique de l'autre, pour faire les deux pendants. Donc ça fait, quand j'expose, chaque plante est grande comme ça. Donc là, j'ai fait ce truc-là. Ça a été un peu compliqué. Hein. Ça a été un peu compliqué parce qu'à l'époque, dans les années 80, la mode, c'était de plastifier. Et aller photographier un truc qui est plastifié. Il y a des reflets dedans. Heureusement, ma fille et son conjoint sont dans les effets spéciaux, donc j'ai pu bénéficier de ça. Donc effectivement, ça donne une couleur particulière au bouquin, hein, parce que c'est vrai que ça rend plus chaleureux, hein, voilà, je trouve. Ça rend plus chaleureux, ça l'inscrit aussi dans cette couleur, ce sépia, tout ça, ça l'inscrit dans une tradition, quoi. Ouais. Cette ethnobotanique, ou en tout cas ce savoir populaire traditionnel qui est là depuis toujours et qui se retrouve aussi dans les illustrations. Ça reste bien, hein, le thym, je veux dire, le thym, il est des années 80, hein, il n'a pas bougé. Hein. Voilà, un des plus jolis, je trouve, c'est le coquelicot. Enfin, bon, je ne sais pas où il est quelque part. À propos du coquelicot, il y a aussi, vous faites un peu parler les gens, vous faites parler partout les gens, mais il y a aussi vous. Je parle beaucoup, hein. Et ouais, mais dedans aussi. C'est que pour le coquelicot, par exemple, vous nous racontez que c'est la tarte de votre grand-mère ou. C'est ça? Oui, oui, parce que je cite des recettes, et puis forcément, quand c'est des recettes familiales, on est obligé de les citer. Hein. Voilà, bon, ma grand-mère faisait une tourte au coquelicot qui était excellente. Et c'est vrai que c'est pas commun, hein, parce qu'on a toujours
la représentation du cocorico, cousin du pavot, donc pavot toxique, etc., etc. Alors que le cocorico lui-même est une excellente plante à manger, quoi. Très jeune, comme je disais tout à l'heure, quand elle est salade, elle fait partie des salades sauvages, donc une famille de plus, papaveracées. Mais aussi quand elle est plus importante avant la floraison, c'est excellent à manger cuisiné, bien sûr, on cuisine les plantes sauvages. Hein? On en fait du vin aussi. Du vin, oui, on fait du vin. Après, avec les pétales, on fait, effectivement, ça fait partie des tisanes pectorales, j'en ai besoin. On a pu en récupérer un peu. Ouais, c'est ça, à la maison. Voilà, non, c'est vrai, il y a ces tisanes pectorales, voilà, ces colorants, etc. Ouais. C'est une plante à tout faire, puis il y en a beaucoup. Surtout depuis qu'on a lâché de plus en plus les désherbants, quoi. Ouais. Parce qu'on n'en voyait plus. Hein? On n'en voyait plus. On ne voyait plus, c'est ça, et puis tout le cortège cocorico, bleuet, etc. Miroir de Vénus et tout ce qu'on voyait dans les champs, là. Bon, maintenant on en retrouve, mais bon. Voilà, mais effectivement, bon, il y en a, on trouve pas mal. Et puis, bon, quand j'ai le temps, j'en cuisine encore. Parce que c'est très bon à manger. Hein. Est-ce qu'il y a des questions particulières? C'est quoi la recette de la tourte au Ah. Faut acheter le livre, c'est dedans. Non, je plaisante. En fait, il faut ramasser des cocoricots avant qu'ils montent, donc ça fait comme une salade. On les nettoie et après, je les passe à la poêle très légèrement, hein, avec des cébettes. Quand c'est des poireaux sauvages, c'est avec des poireaux sauvages, mais il ne faut pas trop les cuire. Et après, une pâte, on les étale au-dessus. On peut mettre pas mal d'huile d'olive, hein, au four, et puis voilà. C'est tout. C'est très simple. C'est simple. Alors, si elle les a trop cuits, il vaut mieux recouvrir la pâte, faire vraiment la tourte. À ce moment-là, on garde l'humidité. On peut mettre des... Oh non, c'est pas la saison. Des tomates, c'est pas la saison. Non. Mais bon, il y en a qui en mettent. Mais... Gardons les choses à la saison. Et donc dans ces 150 Plantes. plantes qui sont proposées ici, c'est quoi? C'est laquelle votre préférée? Le coquelicot. Ouais, c'est vrai, c'est vraiment le coquelicot? Non, j'ai pas de préféré. Vous vous rendez compte, des plantes que je côtoie sans arrêt, si j'en ai une qui est préférée, les autres vont être jalouses. Ouais. Non, je me posais cette question Que je parce reste que copain avec toutes. c'est vrai que celle qui en tout cas est la plus longuement décrite, ça semble être l'orchidée. Et j'étais assez surpris. Est-ce qu'il y a une histoire particulière autour de Alors, l'orchidée? effectivement, ça tient quand même, ça, ce truc. Ouais, vous pouvez même le monter si vous voulez. Parce que ça pêche du côté de Zavatombi. Aux dernières nouvelles, ça va. Ouais. On sait jamais qu'est-ce que Ouais. Alors, pourquoi il y a un truc assez long? Parce que pendant quelques années, j'ai bossé avec un copain qui était Pierre Benoît, qui était aussi copain avec Pierre Notadi. Et Pierre avait on avait travaillé ensemble sur la représentation sociale des orchidées depuis la préhistoire. Et donc il avait fait ce mémoire-là, ce mémoire d'un doctorat, hein, 3e cycle. Et puis bon, après au bout d'un moment, je me suis dit, cette histoire-là, elle est complètement parallèle avec l'histoire humaine, l'histoire des orchidées. Pourquoi? Avec l'histoire humaine. Hein? C'est-à-dire qu'en fait, c'est notre miroir, les orchidées. Pourquoi? Parce que, alors j'en fais un petit résumé là, dans le bouquin, mais bon, j'en fais aussi une conférence qui dure 2 heures. Donc je vais pas faire 2 heures. On va pas faire 2 heures ici parce qu'il est 8 heures. Ça nous mènera plus tard. Mais en fait, je résume. Hein. Les orchidées, à la préhistoire, c'est une plante comestible. Les tubercules, on les cherche, on les mange. Bon, ça va pas plus loin. Parce que ça a des tubercules. Les orchidées, l'Antiquité, on commence à conceptualiser les choses. C'est-à-dire qu'on cherche à connaître pourquoi
Les choses sont comme ça. Naissance de la philosophie. Si les dieux n'existent pas, je suis obligé d'expliquer le monde. Et donc je vais expliquer le monde sans l'aide des dieux. Pourquoi cette plante-là a deux tubercules, un plein et un à moitié vide. Et en plus, comme ça ressemble à une paire de coucougnettes, on va l'appeler orchidée, ce qui veut dire testicule en grec. Hein. Voilà. Et donc, puisque ça ressemble, et il faut conceptualiser, mais on ne peut conceptualiser qu'avec les moyens scientifiques qu'on a à une époque donnée. Nous, on voit ça maintenant, avec notre passé historique et de connaissances. Mais, vers 800 avant Jésus-Christ, comment conceptualiser les choses? Donc, ce qui a été l'aide à la conceptualisation à ce moment-là, ça a été ce qu'on appelait la théorie des signatures. C'est-à-dire, la nature, ou les dieux, si on veut encore les mettre là-dedans, nous indiquent, par la forme de la plante, ce à quoi la plante va nous servir. Ça nous pointe le truc. Si ça ressemble à un foie, c'est du foie. Si elle a un latex jaune, c'est la bile, etc., etc., etc. Bon. L'orchidée, ça ressemble à des testicules, donc ça doit agir sur la fertilité. Et alors, bien entendu, comme à l'époque, on est quand même dans une société très masculine, on va en déduire que le testicule qui est bien plein, enfin le tubercule qui ressemble à un testicule qui est bien plein, si une femme en mange, elle va enfanter des garçons mâles. Par contre, si elle mange celui qui est tout fripé, ça fera des femelles. Voilà, ça fera des filles. Hein. Sympa, hein? Eh oui. Voilà. Et c'est comme ça. Donc, on en est. Alors, ce truc-là, par contre, on en rigole, mais ça a quand même duré jusqu'au XVIe siècle. 2000 ans. C'est énorme. Hein, parce que c'est toujours. Je répète ce que mon prof m'a dit. En gros, hein, c'est ça. Donc, les anciens ont dit ça, donc c'est ça. Et donc, ça a duré extrêmement longtemps, cette histoire-là, jusqu'au moment où, après, on s'est intéressé à la... Je résume hein, très, très brièvement. On s'est intéressé, à partir du XVIe, il y a eu les grandes découvertes, comme on dit, c'est-à-dire les plantes qui nous viennent des Amériques, d'Asie, d'Afrique. Et là, on s'est rendu compte qu'il y avait des orchidées qui venaient de ces pays-là, qui ne sont pas des orchidées terrestres comme les nôtres. Nous, on n'a que des orchidées terrestres, c'est-à-dire qui poussent dans la terre. Là-bas, ce sont des épiphytes. Donc, elles ne font pas de tubercules. Elles font des espèces de racines allongées. Celles qu'on a maintenant, on les cultive dans de l'écorce de pin, là, tout ça. Et par contre, la grosse différence, c'est que si elles n'ont pas de forme de tubercule, en forme de testicule, elles ont une fleur qui, elle, fait penser à autre chose. Et ça ne fait pas penser à des coucougnettes, ça fait penser à un sexe féminin. Vous voyez un peu l'histoire? L'imagination humaine n'a pas de limite. Voilà. Et donc là, ces plantes-là, elles vont devenir des plantes qui vont être mythifiées, comme ça vient de loin, comme c'est difficile à reproduire, comme c'est difficile à faire fleurir, ça va coûter extrêmement cher. Et donc vers le XVIIIe siècle, là, ça va coûter très cher. Une orchidée capable de fleurir, ça va vous coûter à la bourse de Londres le prix d'une maison. Jusqu'où va l'imagination humaine, de l'imaginer. Et après, on est dans le 19e siècle, les sciences, tout ça, mais pourquoi ça ne fleurit pas? Mais pourquoi c'est comme ci? Mais pourquoi c'est comme ça? On va chercher à comprendre pourquoi ces plantes-là ont une biologie si particulière. Et donc, il va y avoir des recherches là-dessus qui vont arriver à des conclusions tellement surprenantes qu'on va les refuser au départ. Par exemple, tout à l'heure, on a vu une, hein,
c'était l'orchis pyramidale, qui est une orchis. Les orchis ont un petit éperon nectarifère derrière, donc il y a du nectar. Donc logique, s'il y a du nectar, c'est qu'il y a une bestiole qui va venir pomper dedans, manger, et puis faire le truc, là, faire le boulot du pollen. Mais c'est assez curieux parce que l'orchidée, son pollen, il n'est pas en poudre. Son pollen, il est fermé d'un côté, il y a une cloison. D'un côté, le pollen est mis sous forme de deux petits pédicelles, là, ramassés, collés, et ça forme deux petites massues qui ne se dispersent pas comme ça. C'est collé là. Et c'est séparé du reste. Ça veut dire qu'il faut qu'il y ait une bestiole qui vienne là-dedans, qui fout un coup de tête là-dedans, qui défonce tout et qui se prenne les trucs sur la tête parce que c'est collant et qui s'en repart avec les deux trucs pour aller féconder ailleurs. Parce que chaque orchidée a son propre insecte fécondateur. Mais jusque-là, tout va bien. Mais le problème, c'est qu'il y a des orchidées aussi qui sont sans éperon nectarifère. C'est-à-dire, il n'y a rien à bouffer. Alors la question, c'est, mais alors pourquoi les insectes viennent? Donc ça, c'est Darwin qui s'était déjà posé la question. Mais c'était pas allé très loin parce que lui, il avait étudié l'Ophrys apifera, c'est-à-dire l'Ophrys abeille. Et l'Ophrys abeille, d'une certaine façon, est capable quelquefois de s'auto-féconder. Donc il n'a pas trop cherché. Et, mais enfin, il s'est quand même posé la question. Il s'est dit un truc là. Et là, c'est resté comme ça pendant un moment jusqu'à ce qu'un botaniste amateur qui s'appelle Pouyan et qui travaillait, qui était dans l'administration en Algérie vers le début du XXe siècle, s'amuse à regarder ça de plus près sur des ophrys miroirs, ophrys speculum, ce sont des ophrys sans éperon. Et il voyait les bestioles venir dessus, fricoter, et puis repartir avec le pollen et tout. Et puis en observant de plus près, il s'est dit, mais ces insectes-là, ces guêpes-là qui viennent là, ça ne sont que des mâles. Il n'y a pas de femelles là. Et en réfléchissant un peu, il dit, mais c'est vrai que chez ces guêpes-là, les femelles ne sont pas encore nées. Elles naissent 15 jours, dans 15 jours. Donc pendant 15 jours, les mâles sont tout seuls, sont célibataires pendant 15 jours. Alors donc il a quand même regardé ça, et il a vu que la fleur ressemblait quand même pas mal à une femelle. Pas mal à quoi? La fleur ressemblait à une femelle de la guêpe. Voilà. Et donc il s'est dit, il y a un truc là. Il y a un truc parce que si le mâle croit que c'est une femelle, il vient s'accoupler avec. Il vient s'accoupler, et en fait, c'est pas le nectar qu'il cherche, il cherche à s'accoupler avec un leurre, quoi, en quelque sorte. Et donc, il a regardé ça pendant un moment, et il s'est dit, effectivement, ça fonctionne comme ça. Première observation. Deuxième observation, il se dit, et si j'enlève, bon scientifique, hein, si j'enlève le labelle, parce que le seuil orchidée, il y a un grand pétale en bas, en dessous, qu'on appelle le labelle, je vais l'enlever pour voir si ça marche quand même. Alors, il s'est cueilli un bouquet de ça, là, d'ophrys miroir. Il pouvait se le faire parce que là-bas, il y en a beaucoup. Ici, c'est extrêmement rare. Bouches-du-Rhône, il y en a 5 pieds. Ils sont comptés, pour vous dire. Et il s'est baladé avec son... enfin, non, il s'est assis avec son petit bouquet d'ophrys miroir, après avoir enlevé le label. Et puis, il voyait les guêpes, les fameuses guêpes, qui venaient quand même, qui hésitaient un peu, mais qui venaient quand même dedans. Alors il a dit, il y a deux choses. Il a dit, le label, c'est sûr que ça ressemble à quelque chose, et je viens là-dedans, et les bestioles viennent là-dedans pour s'accoupler. Mais il y a autre chose. Parce que si elles viennent sans le label, c'est qu'en plus, il y a un autre truc là. Donc, les insectes, on sait qu'ils se baladent par les phéromones, un truc comme ça. Donc il a publié ça, il s'est fait pourrir, hein, parce que c'était en 1912 par là. Et vous savez, en 1912, il y a 1905, il y a la séparation de l'Église et de l'État. Donc c'était très chaud dans les chaumières avec cette histoire-là. Et il s'est fait traiter de pornographe, de tout ce que vous voulez, d'obsédé sexuel. Et finalement, on a compris que c'était ça, quoi, en fait. Et maintenant, on sait que, par exemple, chez les ophrys,
les ophrys sont capables de produire, je crois, entre 12 et 14 phéromones différents sur les 16 que produisent les femelles de l'insecte. D'accord? Donc en fait, on a des plantes qui sont capables de reproduire la forme de la femelle, les phéromones de la femelle, pour que l'insecte mâle vienne de... Alors c'est comme ça pour toutes les orchidées. C'est extraordinaire. Alors forcément, on est au XXe siècle, et donc on fantasme là-dessus. Et donc à partir des années 40, 50 et tout, on va avoir toute une série de bouquins qui vont traiter le fantasme de l'orchidée, la chair de l'orchidée, etc. Je ne sais pas si vous connaissez tous ces polars-là qui parlent de ça. Et jusqu'à la fin où mon collègue Pierre a trouvé des bouquins de science-fiction, petits bouquins de science-fiction des années 60, là, vous savez, truc style Fleuve Noir, là. Et ces bouquins de science-fiction, il a trouvé deux, qui s'appellent La planète fleur et L'Ophrys et les protistes, qui sont des bouquins qui, alors c'est dans La planète fleur, je vous raconte juste celle-là pour finir le truc. Des astronautes arrivent sur une planète inconnue, débarquent là-dedans, il n'y a pas d'être humain bien entendu, mais il y a des fleurs, et il y a des orchidées géantes. Et ces orchidées géantes, la fleur représente quoi? Des humains. Et donc en fait, ces fleurs-là attendaient les humains pour être fécondés. Voilà, pour être fécondés, c'est-à-dire pour que les humains puissent s'accoupler avec et pour donner naissance à une nouvelle race voilà. Donc voilà, donc c'est le bouquin de science-fiction. Mais rendez-vous compte voilà, moi c'est ça qui me plaît et ça me passionne, quoi. C'est de voir que cette simple plante, de la préhistoire à maintenant, elle est passée par tous les stades de notre représentation du monde. Hein, voilà, c'est pour ça que bon, j'en parle un peu là-dedans. Et toujours en lien avec la reproduction, en l'occurrence. Hein. Ça n'a pas changé. Oui, toujours. Voilà. Donc voilà, c'est pour ça qu'il y a un chapitre un peu long sur les orchidées. C'est vrai aussi qu'on est dans une région où il y en a beaucoup. Hein. Il y a beaucoup d'orchidées. Il y a des gens qui viennent de toute l'Europe pour les orchidées qu'il y a ici. Voilà. Bon. Il n'y a peut-être pas de vin ou de boisson d'orchidée, mais on va pouvoir quand même... Il y a peut-être d'autres questions, hein. Je suis ouvert à toutes les questions. N'ayez pas honte, posez vos questions. C'est en posant des questions qu'on réfléchit après et qu'on trouve des choses. Donc il faut pas oser. Même si vous vous dites bon, ma question est bête, il n'y a pas de question bête. Il n'y a que le silence qui est. Il y a peut-être une parole de trop. Oui. Est-ce que le goût des plantes a changé depuis notre évolution? Parce que, par exemple, le côté amer dont vous parliez tout à l'heure, on mange beaucoup moins de choses qui sont amères aujourd'hui, et il y a beaucoup moins de choses qui ont des goûts prononcés. Est-ce que les plantes, elles ont toujours le même goût, ou c'est nous les plantes qui sont cultivées ont un ancêtre sauvage. Et depuis des siècles, on va dire des millénaires, depuis le néolithique, on a commencé à domestiquer ces plantes-là. On a toujours sélectionné ces plantes-là pour qu'elles soient, pour enlever la dureté et l'amertume. Et petit à petit, on est arrivé à des plantes cultivées qu'on a maintenant, dont les ancêtres étaient plus durs, plus amers, etc., etc. Et on est arrivé à l'insipide aussi. Parce que notre goût, petit à petit, s'est formé là-dessus. C'est-à-dire que quelqu'un qui n'a jamais mangé de salade sauvage, quand on lui fait manger des salades sauvages, voilà, c'est vrai que ça surprend, quoi. Hein. Bon, quand on est habitué, ça va. Hein, voilà. Moi, j'avais un copain qui mangeait une salade qu'on appelle le mourre de porc, c'est-à-dire le museau de porc.
Ça n'a rien à voir avec les œufs de porc, bien sûr, mais enfin, c'est voilà, parce que il y a beaucoup de salades qu'on appelle des mours. Alors, j'ai jamais su pourquoi. Hein. Si c'est parce que quand on les mange, on fait le mour, c'est-à-dire le. Vous avez les mours pas loin ici, voilà. Ou c'est parce que la fleur, le bouton floral ressemble à un groin, un museau, peu importe. Cette salade-là, elle est amère, velue et dure. Il dit se régaler avec ça. Il me dit, moi je me régale avec ça, mais par contre, il faut bien mettre de l'ail, bien mettre de l'huile, bien la fatiguer. Hein, et quand elle est bien fatiguée, à ce moment-là, on la mange. Mais là, ça fait du bien quand ça passe. Hein, voilà. Mais vous mettez ça à quelqu'un maintenant, voilà, il va dire, vous êtes fou, j'ai mangé un truc pareil. Quoi. Mais bon, c'est pas gênant, on s'habitue. Hein, on s'habitue à ça. Moi, ça ne me gêne pas de manger de l'amertume. Hein, c'est bien, j'aime bien. Quoi. Voilà. C'est une histoire d'habitude. On s'est déshabitué du goût, c'est vrai, mais en même temps, on a créé des plantes et des animaux aussi, hein, qui sont différents de leur archétype. C'est vrai. Et je pense que quand on a la chance de pouvoir consommer soit des légumes ou autres qu'on cultive dans son jardin, soit comme on achète auprès de maraîchers bio ou qui cultivent correctement, ce goût existe. Oui. Le goût continue à exister. Et quand vous avez la malchance de manger ailleurs avec malheureusement des produits qui sortent des grandes surfaces, on sent la différence. Il n'y a pas du tout. Ça sent même l'engrais. Voilà. Il y a des plantes qui sentent l'engrais qu'on y met dedans. Enfin, quand on est habitué quand on a un peu le bec là-dessus, là, bon, des fois, ça me réveille de manger au resto, quand je mange un truc, ça sent l'engrais, quoi. C'est terrible, ce truc. Voilà, bon, enfin, voilà, c'est... Mais bon, voilà. Oui, c'est chic, mais bon. Ouais, voilà. Mais il y a déjà une différence entre le cultivé et le sauvage. Hein. Oui, Parce que moi, je cultive mon jardin, elles sont plus tendres, elles sont cultivées. Ouais. Après, c'est vrai aussi que l'agro-industrie a créé aussi des végétaux transportables, c'est-à-dire qui résistent au transport. Hein. Vous savez que les fraises espagnoles, c'est le test pour les commercialiser, c'est de les faire tomber d'un mètre. Et oui, c'est tomber d'un mètre. Si elles éclatent pas, c'est que l'espèce est bonne. Ça veut dire qu'on peut le transporter facilement en camion. Les fraises de votre jardin, vous la faites tomber d'un mètre, vous avez de la confiture. Ouais. Non, mais voilà, le truc, c'est ça, quoi. Oui. Avez-vous trouvé des exemples d'usage de plantes de psychotropes? Je pense par exemple à la laitue vireuse. Oui. C'était utilisé un petit peu. Alors, oui, il y a effectivement des plantes psychotropes. Hein. Il y a surtout, on trouve dans ces plantes-là, on trouve essentiellement des plantes de la famille des Solanées. La famille des Solanées, c'est une belle famille. Hein. Elles se tiennent toute la main là-dedans et elles sont bien costauds, bien que nos patates et nos poivrons en font partie. Mais bon, voilà. Mais là, on a quand même la belladone, on a la jusquiame, on a la datura, hein, qui forment un trio infernal là-dedans, mais que les gens utilisaient. Hein. Ouais. Ils utilisaient ça. En externe peut-être, non? Alors, si vous lisez Regain de Giono, vous le relisez, vous voyez que dedans, je le cite dans le bouquin parce que ça m'a plu aussi, dans Regain, il y a la vieille femme qui vit dans le village qu'on appelle l'Asie à Mamèche. Elle braconne avec des graines de datura. Elle fait bouillir du blé avec des graines de datura, elle le met dehors et les oiseaux viennent les manger et ils volettent un peu, ils tombent. Mais par économie et aussi par hygiène, avec le ciseau, elle rouvre le ventre, elle enlève le gésier. Elle récupère le blé parce que ça peut resservir, mais il ne faut pas s'empoisonner. Hein. Oui. Et après, elle mange ces petits oiseaux, ça leur fait un peu de viande. Quoi, hein. Voilà. Après, il y a une autre plante comme la jusquiame. J'espérais en trouver là-haut parce que c'était le coin idéal, les murailles, ça aime bien les murailles.
La jusquiame, c'est une plante que les Provençaux ont appelée l'herbe du mal des dents, l'herbe du mal de dents. Parce que on se servait de la fumée de la plante pour anesthésier les dents. Ah oui. Hein, voilà. Mettez un entonnoir dessus, la mettez sur des braises et ça anesthésiait. Assez curieusement, d'ailleurs, j'ai retrouvé dans une revue de dentistes du 19e, là, que une confrérie de dentistes avait pris cette plante-là comme emblème. Je me suis dit, tiens, c'est pour ça. Non, c'est pas pour ça. C'est parce que quand la plante a fleuri, ce qui reste là, avant que la graine s'ouvre, ça ressemble à une molaire. Faire les signatures. Ça a la couleur et la forme d'une molaire. Théorie des signatures, bien sûr. Mais voilà, c'est Et une voilà. signature. Voilà. Je me suis dit, quand même, au 19e siècle, bon, pourquoi pas, hein. Voilà. Mais, en même temps, ça soigne le mal aux dents, quoi. Mais après, bon, effectivement, c'est aussi une plante qui a servi dans l'Antiquité, hein, comme stupéfiant, etc., etc. Ouais, oui, c'est sûr. Datura, jusquiame, belladone, bien sûr. Hein. La belladone était utilisée alors dans moi, la seule littérature, parce que c'est dans la littérature, je n'ai pas vu de personne l'utiliser, mais dans la littérature, on trouve que la belladone était infusée avec du saindoux pour en tirer les propriétés. Et dans les cérémonies, les sabbats, les trucs comme ça, en réserve, hein, je dis ce que j'ai vu, hein, on enduisait les parties fines du corps, c'est-à-dire les coudes, les selles des coudes et le cou. Hein, là où c'est beaucoup vascularisé, la peau est fine. Hein. Effectivement, ça peut provoquer des transes, des hallucinations, etc. Jean-Marie Pell t'en parle. Hein? Jean-Marie Pell t'en parle dans ses livres. Jean-Marie Pell t'en parle. Hein. Bon, d'accord. Oui. Bon, Il en avait mangé. Pierre Letagui avait consommé de la belladone oui. parce qu'il avait un jour mal au ventre et il a mangé 2 graines de belladone et il s'est endormi et quand il s'est réveillé il allait très bien. Ah ben, voilà. Bon, déjà il s'est réveillé, c'est Ouais, bien. c'est cool. Ça il me l'a pas dit, hein. Il me l'a caché ce truc-là. Voilà, et bon, enfin, bon, voilà, donc dans les toxiques, effectivement, mais on a toujours aimé jouer avec les toxiques. Hein. On aime bien le danger, nous les humains. Hein. Et la datura aussi, la plante, là où le, on dit là où le datura. Hein, on dit comme on veut. Comme on veut. La datura, On lève le déterminant. c'est très puissant aussi, ça. Ouais, c'est très puissant. Donc, comme j'ai dit, ici, j'ai pas trouvé de. J'ai trouvé que dans la littérature. Je vais me casser la gueule avec ce truc. Je me Vraiment. ouais. Dans la littérature, j'ai trouvé que dans le nord, en Espagne, où ils rançonnaient des mecs, les gens dans les auberges, type auberge rouge, vous savez, ils leur faisaient manger un truc avec du datura, et puis boum, la nuit, quand ils étaient insuqués, ben, il est détroussé, quoi. Et ça, en Inde, il y a, Oui, il y c'est a ce que j'allais beaucoup dire. de récits. En de ça. Inde, les graines de datura sont portées comme les colliers de Shiva. Ah, ben voilà. Alors, c'est pas ce que j'allais dire. J'allais plutôt raconter des. Enfin, voilà, moi, on m'a raconté des histoires d'empoisonnement, notamment de touristes en Inde au datura. Ben oui, comme quoi. Hein. Avec des lacis, là, les sortes de grandes boissons lactées. Ouais. Ben, en fait, ils mettent du datura dedans et puis voilà, ensuite ils font faire des choses aux touristes. Ouais. Alors après, ici j'ai rien trouvé, mais par contre, il y a un texte qu'une copine m'a passé. Il y avait en Bretagne des rites d'initiation des jeunes qui se faisaient avec de la bière au datura. Et donc, voilà, quoi. C'est des rites d'initiation, de passage de, on va dire, voilà, passage de rite. Ouais. Donc oui, c'est utilisé, hein, mais ce genre de truc, c'est très peu, on en parle très peu, quoi. Ça reste toujours très confidentiel. Donc pour avoir des infos, c'est difficile, quoi. Surtout maintenant, quoi. Mais ça, est-ce que c'est pas un tout petit peu en train d'évoluer avec toute la direction qu'il peut y avoir vers les psychédéliques?
d'un usage thérapeutique? C'était. Ouais. Moi, j'ai connu ça dans les années 70. Dans l'ayahuasca. Oui, Bah c'est oui, ça. Voilà. bah oui. Oui, voilà, de l'ayahuasca et C'est autres. tendance. Oui, c'était. Oui, Non, mais la belladone, je la connais aussi, elle est employée en homéopathie. oui, bien sûr. Oui, mais La Iocianus aussi, la Jusquiame aussi. Hein. Tout dépend de la dose, Mhm. Ouais, voilà. C'est, le poison. voilà, c'est ça. Ouais, tout à fait. Vous avez parlé de graines de natura. Pourquoi pour Bah, Shiva? parce que c'est comme si l'homme était encore plus fort que l'état de folie dans lequel la plante le met. Oui, C'est ça. Ouais, c'est ça. Mais je vous regarde et depuis tout à l'heure, on ne pose pas beaucoup de questions, mais dès qu'on a commencé à parler de plantes comme ça, de suite, allez, et comme quoi, hein, La magie fait parler. bien sûr, la magie fait parler, ouais. Ouais. Bon, Bon, en tout cas, merci de votre écoute. Hein. merci. Il y a quelques livres, je crois que certaines et certains en ont, mais il en reste quelques-uns. Est-ce que vous êtes d'accord pour faire un gris-gris pour les personnes qui seraient intéressées par des dédicaces avec Un gris-gris, c'est un truc magique. Hein, Ah ouais, ça. on reste dans la thématique. Ouais, bien sûr. C'est bon? Oui.